Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, le vendredi 23 août 2024, s'est tenue une conférence publique animée par M. Lamoussa Tchenko, président du parti politique Le Renouveau démocratique, sur le thème de la nationalité. Et au gouvernement du président Ouattara de fournir un effort pour dédommager les victimes de la crise de 2010 qui jusque-là traversent des difficultés énormes liées à cette crise. Nous avons depuis un moment entamé des séries de conférences thématiques depuis maintenant 1 an et demi, le 3 mars 2023 exactement. Le pays a des difficultés sérieuses. Nous avons dit qu'il n'y a aucun économiste honnête au monde aujourd'hui qui peut dire que dans 5, 10, 20, 30 ans, que la Côte d'Ivoire va se développer. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Le Renouveau démocratique pense que le problème de nationalité est le plus grand problème existentiel du pays. Nous avons tendance à l'ignorer et pourtant cette question nous a donné 5 crises importantes dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, à savoir le boycott actif de 1995, le coup d'État de 1999, le charnier de Yopougon, la rébellion de 2002, les élections de 2010 et la guerre civile. Ce sont là des événements qui ont lieu après le mandat d'arrêt international contre le président Ouattara pour cause d'une nationalité douteuse en 1993. Nombreux sont ceux qui pensent que le problème de nationalité a commencé quand le président Ouattara est arrivé sur la scène politique. Au Renouveau démocratique, nous disons non. Nombreux sont ceux qui ont souffert du problème de nationalité bien avant l'arrivée de M. Ouattara sur la scène politique. Nombreux sont ceux de nos frères du Nord qui pensaient que le problème de nationalité ne concernait que les Savadogo, les Ouedraogo, les Kaboré, les Ayoubami, les Guilavogui, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le problème concerne aussi les Ouattara, le Koné, le Touré, le Koulibaly, quand M. Ouattara est apparu sur la scène politique avec le mandat d'arrêt international contre le président. Nos frères du Nord n'ont pas compris qu'il s'agissait des ressortissants d'un bloc qui avait été rattaché à la Côte d'Ivoire en 1932 pour créer la Haute-Côte d'Ivoire. Dans ce bloc, il y avait des Mossi, plusieurs sous-groupes de Mandé, Sénoufou, Gouin, Turka, Tiefo, Pissa, Boboudila, Karaboro, Kongbadioula, Toussian, Siamon, Sambla, etc. Le cancer de la nationalité a commencé le 7 août 1960 et qui trouve ses racines dans le réaménagement du territoire de Côte d'Ivoire de 1932 à 1947. Si nous ne comprenons pas ce problème, nous n'allons jamais résoudre le problème de nationalité, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le Renouveau démocratique pense que le pays ne s'est toujours pas réconcilié. On ne peut pas se réconcilier si on ne sait pas pourquoi on s'est battu. La nationalité est au centre des problèmes du pays. Qui dit nationalité, dit participer aux élections et possiblement gouverner. On a pourtant eu des ministères de la réconciliation nationale, de grands médiateurs, mais qui n'ont jamais réussi à réconcilier les Ivoiriens. Nous avons eu 5 gouvernements qui se sont succédés, y compris le gouvernement du président Ouattara, qui ont géré ce dossier et n'ont jamais pu trouver de solution à ce problème. La question de la nationalité ivoirienne a toujours été un problème majeur depuis notre accession à l'indépendance. En fait, qu'est-ce que la nationalité? La nationalité est ainsi définie comme l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'un État. Qu'est-ce qu'un État? Sur le plan juridique, le critère principal définissant l'État
est celui de l'exercice de la souveraineté, qui est un pouvoir inconditionné dont dérivent tous les pouvoirs. Or, avant 1960, il n'y avait pas d'État de Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y avait pas d'exercice de souveraineté. Il n'y avait pas de pouvoir inconditionné, donc pas de nationalité ivoirienne. À part les Français, nous étions tous des indigènes et citoyens français du territoire de Côte d'Ivoire jusqu'au 7 août 1960. La question est comment s'est formée la population constitutive du nouvel État de Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Comment se fait-il que certaines personnes qui ont vécu de façon permanente ou qui sont nées avant les indépendances sur le territoire de Côte d'Ivoire ne sont pas devenus citoyens de ce nouveau pays, alors qu'ils avaient tous le même statut que ceux qui le sont? Pour comprendre la composition de la population de la toute nouvelle Côte d'Ivoire, le 7 août 1960, nous allons faire un peu de l'histoire. La Côte d'Ivoire, contrairement à beaucoup de pays de la sous-région, a eu des siècles, pendant des siècles, de mouvements migratoires assez particuliers. L'histoire de la Côte d'Ivoire est une histoire unique. La Côte d'Ivoire n'est pas le Ghana. La Côte d'Ivoire n'est pas le Nigeria. La Côte d'Ivoire n'est pas le Togo. La Côte d'Ivoire n'est pas le Libéria. Sa population est venue du Ghana, du Mali, de la Haute-Volta, de la Guinée et du Libéria. Les migrations ont continué jusqu'au 7 août 1960, date de la création de la Côte d'Ivoire. Il y a très peu de peuples qu'on n'arrive pas à tracer leurs origines migratoires. Les recherches nous disent que les populations les plus anciennes sont les Mandés du Sud, le Gouro, les Gban et Yakuba, à l'ouest et au centre-ouest et au nord-ouest, les Kourou au sud-ouest, les Sénoufos, les Mandés du Nord, c'est-à-dire le groupe voltaïque, la population la plus récente parmi les 4 grands groupes de la population Akan, c'est-à-dire les Abrons, les Baoulés et les Agnis. D'autres peuples, comme des peuples venus du Sénégal, ont eu une première vague de mouvements migratoires en 1817. La deuxième vague a eu lieu autour de 1890, soit 3 ans avant la création du territoire de Côte d'Ivoire, en 1893. Certains se sont installés à Grand-Bassam. Pour mémoire, la première épouse du père fondateur, Kadi Diasso, né en 1913, avait pour père un commerçant à Bondoukou, d'origine migratoire du territoire du Sénégal, du nom de Ali Sow. Le colonisateur français, pour la mise en valeur de la colonie de Côte d'Ivoire, visait à créer un pôle d'exportation de matières premières et un marché pour la métropole. Ce programme requiert la main-d'œuvre que la population du territoire de Côte d'Ivoire ne pouvait combler. Alors la Haute-Volta deviendra le principal réservoir de main-d'œuvre. Il y a eu à cet effet des mouvements migratoires forcés, avec les travaux forcés pour le chemin de fer Abidjan-Niger, tracer des routes de nos villages et aménagements portuaires. De l'instauration du travail forcé à sa suppression en 1946, ce sont 420 000 personnes qui ont été contraintes à travailler dans les chantiers. Il y a eu aussi des mouvements migratoires volontaires, de Béninois, Nigériens, Camerounais, Syriens, Libanais, etc., jusqu'au 7 août 1960. Il y a eu aussi des mouvements migratoires organisés par le patronat de Côte d'Ivoire et celui de la Haute-Volta, comme dans le cas de la SIAMO, c'est-à-dire le syndicat interprofessionnel de l'aménagement de la main-d'œuvre, soit 247 000 personnes, qui a eu lieu entre 1951 et 1960 pour mettre en valeur nos terres. Le cas particulier est celui des mouvements migratoires provoqués par le colonisateur. C'est le cas de la région de Boaflé en 1933 avec les villages de Garango, Tenkodougou, Koupéla, Koudougou. En 1932, pour faciliter la circulation de cette main-d'œuvre, la France a décidé la suppression et la répartition de la colonie de Haute-Volta par le décret le 5 septembre 1932, promulgué le 5 octobre 1932 par l'arrêté 24-24 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, M. Brévier. Diapo 1. 8 cercles
de 153 600 km² et une population de 2 11 916 habitants ont été rattachés à la colonie de Côte d'Ivoire, créant ainsi la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire jusqu'en 1947. Diapo 2. Vous êtes en retard? Diapo 1. C'est essentiel, il faut... Diapo 1, s'il vous plaît. Oh là là. Diapo 1, s'il vous plaît. Diapo 1. Diapo 1. Voilà. Nous avons obtenu ces documents, vous savez, ces documents sont disponibles à Nantes, en France. Diapo 1, c'est la décision du gouverneur Brévy, qui a été promulguée le 5 octobre 1932 par l'arrêté 24-24 du gouverneur, scindant ainsi la Haute-Volta. Donc nous avons eu la Haute-Côte d'Ivoire avec 153 650 km² et une population de 2 11 916 000 habitants. Nous sommes en train de faire l'historique pour qu'on puisse comprendre réellement d'où nous venons, pourquoi nous avons des problèmes et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour les résoudre. Et diapo 2, vous avez la carte de la Haute-Côte d'Ivoire en 1947, jusqu'en 1947. Diapo 2, s'il vous plaît. Diapo 2. Voilà. La carte de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1947. La Haute-Volta n'existait plus entre 1932-33 jusqu'en 1947. Nous avons eu le même pays, la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire. Les deux lettres du Moronaba, diapo 3, roi de Moussi, au gouverneur et aux députés pour protester contre les aménagements territoriaux n'ont rien changé. Il y en a qui pensent que les voltaïques étaient très heureux d'être en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, le Moronaba s'est opposé à la dislocation de la Volta. Mais comprenez très bien qu'à cette époque, aucune décision d'aucun roi sur le territoire de Côte d'Ivoire, comme sur le territoire de Volta, n'inquiétait les Français. La France disposait de son territoire et la France faisait tout sur son territoire comme bon lui semble. Rappelons aussi que nous sommes en 1932, 3 ans avant la crise économique mondiale de 1929. Le souci de la France était de valoriser son vaste territoire fertile à faible densité avec une insuffisance de main-d'œuvre afin de réaliser une économie de devises. La France achetait en 1930 pour 1,5 milliard de francs CFA son café au Brésil, sa banane et ses fruits au Costa Rica, au Nicaragua et son cacao au Nigeria et à la Gold Coast qui est le Ghana actuel. La Côte d'Ivoire devrait devenir pour le café ce qu'est le Gold Coast pour le cacao. C'est ce programme économique que le président Houphouët-Boigny a suivi après les indépendances pour faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Toutes ces personnes d'immigration récente, venues du Sénégal, de la Haute-Volta, du Mali, de la Syrie, du Liban, du Bénin, de la Guinée, du Ghana, ont tous contribué à l'éclosion économique de la Côte d'Ivoire, dans les exploitations agricoles telles que Hiro, Institut de recherche pour les huiles oléagineuses et la palmendricie pour les huiles de palmier, la CCP et l'AIS, la SAPH, la SOGB pour l'évéaculture et dans de nombreuses plantations de café, cacao, bananes et d'autres secteurs d'activité à travers le territoire de Côte d'Ivoire. Ceux que nous appelons aujourd'hui étrangers ont abattu hier des arbres à la hache, ont travaillé dans nos plantations, souvent dans des conditions de travail inacceptables et très souvent sans SMIC, sans protection aucune, pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui sont morts pendant cette période difficile de notre histoire. La politique du président Houphouët-Boigny a fait de ce pays un miracle économique
dans les années 70 avec l'agriculture et le travail de tous ceux qui résidaient dans ce pays. Avec les revenus de cette agriculture, nous avons construit nos routes, nos ponts, nos écoles, nos universités, nos entreprises étatiques, nos habitats, nos usines, nos CHU et CHR, etc., etc. Pourtant, depuis 1960, nous avons tout fait pour nier le droit constitutionnel pour la majorité d'entre eux. Or, il faut noter que la Constitution du 3 novembre 1960, à son article 6, disait ceci: la République assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion, et respecte toutes les croyances. Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi. Or, le législateur ivoirien, instruit de cette importante population migratoire récente de l'aménagement territorial de 1932 à 1947, dans l'exercice d'exclure, je dis bien d'exclure de la nationalité cette population, nous a donné une loi 1961, c'est-à-dire la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 sur le code de la nationalité qui pose problème aujourd'hui. Ainsi naissait notre pays avec son problème identitaire le 7 août 1960. Et pourtant, avant l'indépendance, tous ceux qui habitaient ce territoire avaient tous le statut de citoyens français. La carte d'identité d'Afrique occidentale français, très bien, le mentionnait, le statut français. Diapo 4, s'il vous plaît. Je suis certain, au moins 99% de ceux qui sont dans la salle n'ont jamais vu cette carte d'identité. C'est la carte d'identité d'Afrique occidentale française qui a existé ici jusqu'au 7 août 1960. Tous les résidents de Côte d'Ivoire, que ce soit Oufouette, que ce soit Bédier, n'importe qui vivant sur ce territoire ivoirien, voici la carte d'Afrique occidentale française qu'ils avaient. Ce qui variait était la coutume de l'individu. Ça veut dire que le Tagbana, le Bété, l'Agni, l'Aladjan, le Bissa, le Baoulé, le Sénoufo, le Mossi, le Krou, le Wolof, le Mina, l'Abidji, le Yoruba, l'Aoussa avaient tous le même statut français avant 7 août 1960. L'analyse à la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de nationalité ivoirienne dit ceci. Titre 2 de l'attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. Nationalité d'origine, 61. Article 6. Est ivoirien tout individu né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers. Une confusion, n'est-ce pas? Nombreux sont ceux qui sont nés sur le territoire n'ayant aucune nationalité au moment de leur naissance, car la plupart des pays ont reçu leur indépendance en 1960. Article 9. La naissance ou la filiation ne produisait aucun effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie par un acte d'état civil ou par jugement. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un acte de naissance et la majorité de nos parents n'en avaient pas, il fallait alors établir un jugement supplétif. L'enfant né de parents inconnus, trouvé en Côte d'Ivoire, est présumé y être né, sauf preuve contraire par tous les moyens. Nous avons ici 3 observations sur cet article. La toute première observation de ces 2 articles est que, né en Côte d'Ivoire, vous pouvez être étranger si l'on connaît vos parents, et vous êtes ivoirien si vos parents décident de ne pas vous reconnaître. Mais pourquoi cette confusion? Nous avons un droit de sol. Le droit de sol veut tout simplement dire si vous êtes né sur le territoire ivoirien, vous êtes ivoirien. Et pourtant, on nous parle encore de la nationalité des parents dans cet article. La deuxième observation est que tous les habitants de ce territoire, ceux qui y vivaient de façon permanente ou ceux qui y sont nés avant l'indépendance, sont tous français, à l'exception de ceux qui provenaient des pays indépendants, avec la seule différence des coutumes. Nous sommes devenus citoyens français après la loi Lamine-Gueye, numéro 46-940, du 7 mai 1946. Cette loi a été partiellement reproduite par l'article 80 de la Constitution française
du 27 octobre 1946 de la 4e République. Celui-ci disposait « Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole des territoires d'outre-mer. La question est de savoir comment certains sont devenus des Ivoiriens et d'autres des étrangers le 7 août 1960, alors qu'ils avaient le même statut. » Tout le monde avait ce même statut. Que vous soyez Baoulé, Agni, Moussi, Bissa, vous vivez sur le territoire ivoirien, vous êtes né, le statut était tous français. On a l'indépendance en 1967, certains sont devenus Ivoiriens, d'autres sont devenus étrangers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que nous posons. La troisième observation, c'est l'établissement d'un acte d'état civil ou un jugement. À cette époque, beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas d'acte d'état civil. Ceux qui sont nés dans les années même 60 n'en avaient pas, plus fort raison ceux qui sont dans les 30, 40. Le jugement supplétif était la norme pour la majorité de la population et rares sont ceux qui l'avaient. C'est pourquoi on voulait passer l'audience foraine pour établir les jugements et faire des certificats de nationalité sous le président Laurent Gbagbo, qui s'est terminé par un échec. Ma propre expérience, quand je devais partir au CP1, nous n'étions que 2 dans le village à avoir un acte d'état civil, un extrait de naissance, je veux dire. On alignait les enfants et on vous demandait d'attraper votre oreille. Si votre main n'y arrive pas, vous n'allez pas à l'école. On ouvrait souvent la bouche des enfants pour compter les dents. C'est pour vous dire que quand j'allais à l'école en 66, il n'y avait pas d'acte de naissance. Rares sont les enfants qui en avaient. Jusque dans les années 75, la carte de PDCI, diapo 5 s'il vous plaît. Cette carte de PDCI suffisait pour se promener sur le territoire ivoirien. La plupart des parents n'avaient pas de jugement, n'avaient pas de carte d'identité, rien. Il suffisait d'avoir tout simplement la carte de PDCI, vous pouvez traverser toute la Côte d'Ivoire. Comme solution, des milliers de personnes, même nées en Côte d'Ivoire, se sont rendues dans les ambassades de la Volta, du Sénégal, du Mali, de la Guinée, pour s'établir leur acte de naissance, jugement supplétif. C'est-à-dire, on vous disait d'aller établir un jugement supplétif. Mais quand vous allez à l'administration que vous appelez Kaboré ou Savadogo, les chances pour établir ce jugement sont difficiles. Alors, qu'est-ce que ces gens faisaient? Ils se référaient au pays où ils n'ont jamais été, où ils n'ont jamais vécu. Ils se référaient soit au Mali, au Sénégal, à la Haute-Volta pour établir des certificats de jugement supplétif. Parce que la Côte d'Ivoire ne voulait pas leur produire ces documents dont ils avaient droit, et pourtant, ils ne sont pas nés dans ces pays où ils devaient s'y rendre pour les produire. Diapo 6, s'il vous plaît. Ce monsieur est né en 1938 à Ouéouia, en Haute-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire refuse de lui établir un jugement supplétif. La Côte d'Ivoire, de par son patronyme, refuse de lui établir un jugement supplétif. Alors, il s'est fait établir un jugement supplétif en Haute-Volta, alors qu'il n'est pas né en Haute-Volta. Il est né en Haute-Côte d'Ivoire. La Haute-Volta n'existait pas en 1938. Si vous voyez son acte de naissance, un peu, allez-y un peu. Le diapo suivant. Voilà. Ce monsieur était obligé de se faire établir cette carte en Haute-Volta alors qu'il n'y était pas né. En 1938, l'acte de naissance du Haute-Volta, et il n'y avait pas de Haute-Volta en 1938, c'était la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire. Ce sont ces confusions que nous créons avec cette histoire de nationalité. Ce monsieur a débuté ses études, il a eu à Dimokro son certificat d'études primaires en 1964. On suppose qu'il a commencé les études en 1958. Et c'est-à-dire qu'il obtient son CP et il travaille à Dimokro à la CFCI, Compagnie française de Côte d'Ivoire, comme gérant. Et comme l'atteste son bulletin de congé qui est là avec 19 000 francs par mois, c'est son salaire mensuel, il a toujours vécu ici en Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. Ni lui, ni ses descendants, ni ses enfants n'ont pu obtenir la nationalité ivoirienne. Et pourtant, il est né en Côte d'Ivoire. L'ironie, c'est aucun article de notre Constitution, aucun article dans les 3 républiques, c'est-à-dire la toute première, la deuxième sous Guy et la troisième, ne nous définit les ethnies ni les patronymes d'origine. Cette interprétation d'ivoirien d'origine n'a pas de mérite juridique et a toujours été subjective à interprétation variante.
Même notre certificat de nationalité démontre que tout était mis en œuvre pour nier la nationalité à une partie des Ivoiriens selon leur patronyme. Observez un certificat de nationalité qui vient de changer récemment sous le président Ouattara. Il est valide pour 3 mois. C'est-à-dire que vous êtes Ivoirien pour 3 mois et après vous n'êtes plus Ivoirien. C'est-à-dire si vous allez encore déposer un dossier quelque part, vous repartez pour demander encore d'être Ivoirien. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont eu ce dossier de certificat de nationalité et la deuxième fois qu'ils sont allés, ils n'ont pas pu l'obtenir. C'est-à-dire que vous pouvez devenir Ivoirien aujourd'hui, demain, ça dépend de qui reçoit vos dossiers, vous n'êtes pas Ivoirien. C'est une aberration, incroyable, incroyable. Encore toujours le problème de nationalité. Diapo 7, s'il vous plaît. On a toujours voulu contrôler la nationalité dans ce pays depuis 1960. Sur le certificat de nationalité, il est dit ceci. Point à vérifier. Naissance en Côte d'Ivoire, cette naissance constitue une présomption. Présomption, ça veut dire action de présumé. C'est-à-dire option fondée seulement sur la vraisemblance. Vous n'avez pas que des présomptions, aucune preuve. Cependant, on vous dit, il vous appartiendra de vérifier le lieu de naissance du ou des parents du postulant lorsqu'il vous apparaîtra, par exemple, à l'exercice des noms, encore, on revient au patronyme, sur l'acte de naissance du pétitionnaire qu'ils sont étrangers. Quel que soit le résultat de vos vérifications, vous solliciterez les instructions du ministère de la Justice. Mesdames, Messieurs, vous voulez aller faire un certificat de nationalité. On vous demande ceci, on vous demande cela. Acte de naissance, document de votre papa. Vous allez l'obtenir, vous avez un certificat de nationalité. En principe, ce certificat de nationalité, c'est un document qui a été établi après vérification. Mais le document qu'on vous donne, on dit encore, point à vérifier. À qui on s'adresse? Qui doit vérifier ce point? Et vous savez que c'est un abus des policiers, des gendarmes, de l'administration. On a abusé de certaines personnes pour ce mot qui a été institué ici. Je vous apprends que M. Ouattara vient de l'enlever il n'y a pas longtemps de cela. C'est toujours le patronyme. On vous dit si il vous apparaît que, par exemple, à l'exercice des noms sur l'acte de naissance qui sont étrangers. Vous ne pouvez pas déterminer un étranger à cause de son patronyme. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Kaboré qu'il est étranger. Il peut être ivoirien. Mais encore, nous avons institué ça dans nos certificats de nationalité. Et ça, c'est depuis 1960. Mesdames, Messieurs, la réconciliation nationale viendra avec la résolution définitive de ce problème de nationalité. C'est un problème national très sérieux. Nous avons un problème sérieux et nous devons le résoudre. Un fait étonnant dans notre histoire politique, tous nos présidents ont été accusés d'être eux-mêmes des étrangers. Je commence par le président Houphouët-Boigny. Quand je grandissais, on me disait qu'on ne connaissait pas le père d'Houphouët. On me disait qu'il ne savait même pas d'où il venait. On pensait qu'il était étranger. Le président Bédié, on nous disait souvent c'est le fils d'Houphouët, souvent on nous disait qu'il était togolais. Le président Gueye, on nous disait qu'il était Bressais, qu'il était de la Guinée. Le président Gbagbo, on dit qu'il n'était pas le fils de son père qui était au front pendant la guerre, mais le fils du Maraka, donc malien. Suivez-moi, c'est très sérieux ce problème. Le président Ouattara, naturellement, on dit le Burkinabé. Même le président Thiam. On vient d'insinuer récemment que le président du PDC, M. Thiam, est sénégalais. Patronyme. Vous voyez l'œuvre de Dieu pour toujours nous montrer nos erreurs. Si nous vivons, nous allons voir ces erreurs. Et si nous ne comprenons pas, nous allons toujours nous perdre. Dieu nous montre toujours la voie pour corriger nos erreurs. Qui l'eût cru? Le petit-fils d'Houphouët-Boigny, celui-là même qui a géré le dossier de nationalité depuis 1960, on accuse son petit-fils d'être un étranger. Ironie du sort. C'est ça, je vous dis, l'œuvre de Dieu. Vous allez vivre, vous allez pratiquer certaines choses, quelque part, soit vos enfants, soit pour petits-enfants, ça va arriver. Et c'est le problème que M. Houphouët-Boigny n'a pas su gérer le dossier de nationalité. Son petit-fils est tombé là-dedans. Ceux qui ne connaissent pas M. Thiam, surtout les jeunes de 35 ans, se référeront à son patronyme. Et ses détracteurs vont insister qu'il est étranger. Nous qui avons grandi ensemble, le connaissons mieux à travers son père qui était ministre et son parcours scolaire. J'ai fait le lycée classique avec M. Thiam.
Vous voyez, c'est justement ce problème de nationalité dont nous parlons. Il suffit que vous n'ayez pas un nom, Conan, Kofi, Djedje, terminé. Tout est possible pour que vous soyez un étranger. Ce qui est à noter, c'est la responsabilité de tous les présidents qui se sont succédés à la tête du pays, depuis Houphouët-Boigny, en passant par le président Laurent Gbagbo et jusqu'au président Ouattara. Et ils ont tous géré ce dossier épineux. Ils n'ont tous pas pu lui trouver une solution définitive et chacun d'eux pourtant a été accusé d'être étranger. Excusez-moi. Suivez-moi pour situer les responsabilités. Au renouveau démocratique, nous ne voulons manquer de respect à aucun de nos aînés. Nous voulons simplement établir la vérité, pour qu'on puisse ensemble corriger nos erreurs. Responsabilité de la question de la nationalité sous le président Houphouët-Boigny. Les articles 17 à 23 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 ont été abrogés par la loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972. C'est-à-dire, il n'y avait plus de droit de sol. Il n'y avait même pas eu de période transitoire pour les anciens bénéficiaires. Nous rentrons dans la période de droit de sang avec la loi. M. Houphouët-Boigny se lève un matin et nous dit maintenant, nous n'avons plus de question de droit de sol. La question de droit de sol, c'est-à-dire si vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien, quelle que soit la nationalité de vos parents. Malgré ça, ce n'est pas si elle a été mise en exécution. Un matin, il se lève, il dit en 72, bon voilà, il n'y a plus de droit de sol, c'est droit de sang. Nous sommes dans un parti unique. Nous n'avons pas de démocratie en ce moment. Mais la décision vient du chef de l'État. Au renouveau démocratique, nous avons fait des recherches pour savoir, des recherches au niveau parlementaire, quel était le débat parlementaire pour abroger cette loi de 1961 jusqu'en 72. On n'a pas trouvé de solution, rien ne nous a été dit. La décision a été prise, il faut maintenant ivoirien de sang. Ceux qui sont nés dans la période de droit du sol n'ont pas pu exercer leurs droits. Ce sont des Ivoiriens d'origine, comme le stipulait la loi de 1961. Les raisons qui ont amené Houphouët-Boigny ou le législateur à abroger la loi nous sont inconnues. Le renouveau démocratique a effectué des recherches, des débats parlementaires, nous n'avons rien trouvé. Il n'y a pas de justification. Nous sommes dans un parti unique, le président Houphouët décide tout et tout le monde suit. Cas numéro 2. Le plus dramatique, c'est que les enfants et petits-enfants de ceux qui ont été déplacés par le colonisateur en 1933 de la Haute-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les enfants qui sont à Garango, Koudougou, Koupéla, Tankodougou, ont approché en 1980 les élus locaux, M. Ngo Blaise, pour statuer sur leur impossibilité d'être reconnus comme Ivoiriens. Même dans le cadre de la simple déclaration qui faisait d'eux des Ivoiriens d'origine. En 1980, ces jeunes ont rencontré Houphouët et pour exposer leurs problèmes. Le président Houphouët a décidé et instruit son ministre de la Justice d'alors, M. Camille Ali, pour résoudre le problème. Malgré eux, le président Houphouët-Boigny et son ministre ont pris la décision de naturaliser les Ivoiriens de façon collective au cas par cas. J'appelle les Ivoiriens parce que c'est des Ivoiriens. On décide de les naturaliser au lieu tout simplement de leur donner leur certificat de nationalité ivoirienne. Ce qui choque avec cette solution, c'est que le code de la nationalité à cette époque n'autorisait que la naturalisation individuelle et non collective. La procédure de naturalisation collective a donc pris forme et a été gérée par les ministres de la Justice Camille Ali, Lanzeni Poto Koulibaly. La naturalisation a fait vraiment un effet négatif dans cette population et elle se faisait à compte-gouttes. Encore sous le président Houphouët-Boigny, en 1990, le climat politique change avec le multipartisme. Le président Laurent Gbagbo est candidat aux élections présidentielles contre le président Houphouët. Une grande première. C'est alors qu'on décide au PDCI d'accélérer la procédure de naturalisation en octroyant des centaines de milliers de cartes d'identité à des personnes qui avaient toujours voulu obtenir les cartes d'identité sans le pouvoir. On accélère parce qu'il y a une élection, ils peuvent voter. Après les élections, on retire ces cartes d'identité qui avaient tous un identifiant spécial. Ils ont pour la première fois été utilisés et abusés. On les a appelés d'État électoral. De l'avis du renouveau démocratique, le président Houphouët pouvait, s'il voulait, mais n'a pas voulu octroyer la nationalité à ce groupe de population après les indépendances. Parce que ce groupe pouvait être un défi politique en matière d'électorat.
Quelques-uns le sont devenus, mais la majorité restée apatride. Et ce que je vais vous dire tout à l'heure n'engage que moi, pas le parti. À mon avis personnel, selon mes recherches, M. Wézin Koulibaly pouvait être la raison initiale. Il est né en 1909 à Pouy, dans le Soudan français, devenu Haute-Volta en 1919. Il est élu député le 10 novembre 1946 et représentant le territoire de Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante française, en même temps et au même titre que le président Félix Houphouët-Boigny. Il était cofondateur du PDCI-RDA, potentiel candidat à la présidence de la future Côte d'Ivoire indépendante, puisqu'il est resté député de Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort en 1958, malgré le fait que la Haute-Volta soit reconstituée. Il faut noter aussi que le président Houphouët-Boigny, dans son gouvernement du 16 février 1978, a nommé comme ministre du Travail et de l'Ivoirisation des cadres Albert Vanier-Bitra. Alors qu'on n'a pas encore trouvé de solution aux Ivoiriens apatrides, on crée un ministère de l'Ivoirisation des cadres pour davantage rendre la vie difficile à un certain nombre d'Ivoiriens rejetés par la Côte d'Ivoire. La responsabilité du président Bédié. En 2008, j'ai rencontré les descendants de ceux qui ont construit le canal de Vriti, qui a débuté en 1912, freiné par la Première Guerre mondiale. Il redémarre en 1936 et fut ouvert le 23 juillet 1950. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on parte dans ces aspects historiques pour que nous comprenions exactement qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pendant toute cette période. Il y a eu des morts en creusant ce canal de Vridi, dont nous sommes fiers aujourd'hui. Et ces morts ont été ensevelis de part et d'autre de la rive du canal. Les descendants y vivent. En 1992, ils ont rencontré le président Bédié pour lui demander de les aider à ouvrir de nouveau le dossier de naturalisation fermé par le président, le Premier ministre Ouattara. Arrivé au pouvoir, son ministre de la Justice a rouvert le dossier. Au lieu de leur donner tout simplement la nationalité ivoirienne, le président Bédié a repris la naturalisation collective initiée par le président Houphouët-Boigny. Le problème, c'est que très peu de familles ont bénéficié de cette procédure et on avait des cas où un frère pouvait être naturalisé et l'autre pas du tout, alors qu'ils ont présenté le même dossier. Aussi, de façon surprenante, on n'a pas compris la logique dans la décision prise par le président Bédié en 1999, la déclaration de la nationalité des parents sur l'état civil. Diapo 8, s'il vous plaît. 8. Ça va? Voilà, l'état civil. La loi numéro 99, 691 du 14 décembre 1999 portant modification de la loi 64, 375 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, article 42, alinéa 2. L'acte de naissance énonce le prénom, le nom, l'âge, pour la première fois la nationalité, profession et domicile des pères et mères, s'il y a lieu, se déclarant. Acceptons souvent qu'on parle de nos aînés. Ce n'est pas de leur manquer de respect, mais il y a eu des erreurs très profondes. Et si nous n'en parlons pas, nous allons continuer à avoir des problèmes et nous pouvons les répéter. Voici des gens qui ont des difficultés à s'établir des certificats de nationalité. Ils vont voir M. Bédié, il leur explique leurs problèmes. C'est en 92. M. Bédié leur dit, je ne suis pas président de la République, je ne peux rien faire. M. Bédié devient président en 1993, et voilà qu'on redémarre la naturalisation, au lieu de leur donner tout simplement la nationalité ivoirienne. Et encore ça, c'était par compte-gouttes. Et puis un matin, M. Bédié prend une décision, maintenant d'ailleurs nous allons mettre sur l'acte de naissance la nationalité des enfants. Si vous verrez tout acte de naissance depuis 1990 jusqu'à nos jours, il y a la nationalité des parents établie. Les grands-parents sont morts. Les parents sont morts. Les enfants sont vivants. Ils cherchent à se retrouver. Ils n'ont pas pu établir leur certificat de nationalité. Vous allez encore mettre dans l'acte de naissance de leurs enfants la nationalité de leurs parents. Vous créez un double problème. Le père cherche à régler sa situation, il n'y arrive pas. Il met un enfant, vous mettez sur l'acte de naissance de l'enfant la nationalité du père. Double problème pour l'enfant. Même si le père arrive à régler son problème, l'enfant ne peut pas, parce que l'acte de naissance, on ne prend pas l'acte de naissance et gommer sur ce qu'on veut là-dessus. C'est encore
une décision juridique pour enlever encore la nationalité d'un enfant innocent qui vient d'être né, alors que son père est réellement ivoirien, en train de souffrir pour se trouver la nationalité ivoirienne. Ce pays a un problème sérieux depuis 1960. La Côte d'Ivoire refuse toujours de reconnaître ses propres enfants. Sous le président Robert Gueye, vous voyez, Houphouët-Boigny, Gueye, Bédi, nous sommes à Gueye maintenant. Le problème identitaire non plus n'a pas trouvé de solution sous le régime militaire du général Gueye. Le président Gueye a géré ce dossier en sillonnant toute la Côte d'Ivoire pour la nouvelle constitution sur la question relative aux conditions d'éligibilité. La nationalité des parents du candidat à l'élection présidentielle était centre des discussions. La question était de savoir s'il fallait que le candidat à l'élection présidentielle ait un père ou une mère ivoirien ou encore un père ou une mère ivoirienne. Le « et » l'a emporté. Par la suite, le président Ouattara a été éliminé pour problème de nationalité. L'article 35 était taillé sur mesure pour éliminer le président Ouattara sur sa nationalité et celle de ses parents. C'est toujours la question de nationalité. Ce que les Américains appellent mind-blogging, c'est-à-dire ça fait éclater l'esprit. Un président prend lui seul la décision de changer une constitution. Parce qu'il y a un seul individu sur tout le territoire ivoirien qui dérange nationalité. Et puis nous rentrons dans la Deuxième République. C'est inimaginable. Nous avons des intellectuels ici, des juristes, des constitutionnalistes. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne se passe nulle part ailleurs. Extraordinaire. On change une constitution par un chef d'État parce qu'il y a un individu qui gêne. On passe à la Deuxième République sans savoir qu'est-ce qu'on fait. Rien ne gênait. La Première République, dans la constitution de la toute Première République, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. On se permet chaque fois de changer la constitution quand nous fait plaisir. Sous le président Ouattara, c'est la même chose. On change la constitution. Et puis un matin, on se retrouve en train de recommencer tout à zéro. On perd le candidat pendant 3, 4, 5, 6 fois. C'est-à-dire, c'est incroyable. Une constitution ne se change pas. Elle s'autocorrige. Les amendements, ce sont les amendements, par les amendements que les constitutions s'autocorrigent. Les États-Unis ont 27 amendements dans leur constitution. C'est une continuité. On ne se lève pas un matin et puis on la change. Encore le cas grave sur M. Gueye, c'est pour un individu. Une population de 20 et quelques millions d'habitants, vous changez la constitution à cause d'un seul individu. Et c'est encore toujours le même problème de nationalité. Extraordinaire. Seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Mais ce qui m'étonne souvent, concernant la nationalité du président Ouattara, quand le président Ouattara a été nommé Premier ministre, si vous pensez qu'il est ivoirien, pourquoi vous n'avez pas protesté? Pourquoi vous n'avez rien dit? À défaut, si Houphouët-Boigny ne veut pas écouter, vous démissionnez en bloc. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont tus, ils n'ont rien dit. La réponse est simple pour nous. Ils protégeaient leur poste, ils protégeaient leurs privilèges. S'il n'est pas étranger, vous ripostez, vous protestez. Depuis le début, on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, eh bien, laissez continuer. Sous le président Laurent Gbagbo, vous voyez, chacun a une responsabilité. Tout le monde s'attendait à la résolution de ce problème identitaire sous la refondation, compte tenu avant 2000 des prises de position favorables à l'intégration totale de ces Ivoiriens apatrides. Le président Gbagbo a participé au boycott actif de 1995 parce qu'on disait que le président Ouattara était étranger. Mais toute sa campagne électorale de 2000 était sur la nationalité voltaïque du chef de l'État. 95, c'est mon frère. C'est un Ivoirien. Il n'y a pas de problème avec lui. Je le connais. S'il n'est pas candidat, je ne suis pas candidat. 2000, en moins de 4-5 ans. Non, c'est un voltaïque. Il a travaillé avec la nationalité voltaïque. Il était ici voltaïque, c'est le voltaïque. Vous voyez, quand il s'agit de pouvoir, tout est possible. Tout est possible. Extraordinaire, ce pays. Le renouveau démocratique ne comprend pas le virement du FPI, de la prise de pouvoir. Au lieu de prendre des dispositions juridiques pour résoudre le problème des nationalités, le gouvernement du FPI demandait à tout Ivoirien d'aller dans son village pour se faire identifier ou d'obtenir une carte d'identité. Aller dans son village n'a pas été défini.
Est-ce que si je m'appelle Touré, que je vais à Daloa, je dis c'est mon village, est-ce que c'est vraiment mon village? C'est pour cela que cette question n'a vraiment pas été définie. Qu'est-ce qui était derrière cette question? Il y a des interrogations que nous nous posons encore ici au niveau démocratique. En demandant à certaines personnes d'aller dans le village, c'était purement et simplement d'éliminer des gens. Eh bien, un Ivoirien peut être né n'importe où. Un Mobio peut être né à Tafiré, n'est-ce pas? Il a été reconnu par tous que la vraie source de la crise qui a secoué notre pays est d'origine identitaire. C'est pourquoi les recommandations de Linas Marcoussi préconisaient de régler de façon simple et accessible les situations bloquées et renvoyées au droit commun. Ancien bénéficiaire des articles 17 à 23 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1971, c'est-à-dire le droit du sol, abrogé par la loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972, ainsi que les personnes résidant en Côte d'Ivoire avant le 7 août 1960, n'ayant pas exercé leur droit d'option dans le délai prescrit. Même l'État Marcoussi se trompe en matière de nationalité. C'est vrai, ils veulent chercher à résoudre ce problème. Ils disent tout simplement de demander aux gens de venir s'inscrire, de reprendre leur nationalité, et on leur dit de faire ça dans un délai prescrit. Il ne devrait pas avoir de délai. Si vous êtes Ivoirien jusqu'à la mort. Il n'y a pas de raison qu'on dit, écoutez, vous êtes Ivoirien, mais venez faire vos papiers. Mais on vous donne un an. Si vous ne venez pas, vous n'êtes plus Ivoirien. C'est incroyable. Est-ce que vous comprenez la gravité même de la chose? Tout ceci nous a amené à l'audience foraine en 1900, l'audience foraine et à l'identification. Le gouvernement et la communauté internationale ont dépensé 7 milliards de francs CFA pour l'identification avec spot publicitaire, la mobilisation des juges. Rien n'a été alloué à la régulation des apatrides, comme disait Lina Marcoussis. Or, ce problème a été évoqué à Marcoussis. Il était aussi important que le problème de DDR, du redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire et des élections. D'ailleurs, le décret pris par le président Laurent Gbagbo en 2004, décret numéro 2004-663 du 17 décembre 2004 s'est expiré sans que les concernés ne le sachent. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on vous dit, venez, vous êtes des Ivoiriens, et puis on attend. On a pris une décision le 31 décembre, et puis on a si on ne vous informe pas, on ne vous dit rien. Et la montre compte. Tic-tac, tic-tac, 3 mois, tic-tac, tic-tac, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois. Désolé, vous n'êtes plus Ivoirien. C'est fini. Vous devez venir depuis hier. Mais c'est illogique. Et nous avons affaire à des intellectuels, des gens qui ont fait des études universitaires. C'est pas croyable. Ce qui est incompréhensible, vous êtes Ivoirien aujourd'hui, demain vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes plus Ivoirien. Alors que normalement, si vous êtes Ivoirien, vous l'êtes pour toute votre vie. C'était une violation de leurs droits constitutionnels. J'ai réussi dans cette période, même le renouveau démocratique, à rencontrer Danon Didier. Dans le cadre de l'apaisement, parce que nous étions en pleine crise. J'arrive dans son bureau, il était encore ministre de la Réconciliation nationale, j'ai été reçu par son staff, quelques minutes avant qu'il ne vienne. Et dans la discussion, nous avons commencé à échanger, et nous sommes tombés sur la question des nationalités. Et ils m'ont dit, ça c'est le staff proche du président Danon Didier, le FPI veut bien intégrer ces personnes. Le FPI veut bien leur donner leur papier, comme on a l'habitude de le dire. Mais si on leur donne leur papier, ils vont aller voter pour M. Ouattara. Regardez des raisonnements intellectuels. C'est-à-dire que vous refusez de donner des papiers à quelqu'un parce que vous pensez qu'il va voter pour votre opposant. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Vraiment incompréhensible. Et cette expérience, je leur ai dit, mais vous vous trompez. Parce que ce sont des gens qui cherchent à résoudre leurs problèmes depuis très longtemps, depuis des décennies. Personne ne les a aidés. Vous croyez réellement que si vous les aidez, ils vont aller voter ailleurs? À la rigueur, vous pouvez même peut-être avoir la moitié de ces gens-là. Au moins, même si c'est 20-30%. Bon, la décision était autre, je n'étais pas FPI, donc la décision a été prise autrement. Sous le président Ouattara,
je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est très important. Rappelons que la revendication des forces nouvelles sur la crise identitaire était une revendication légitime. Ils nous ont dit qu'ils étaient étrangers dans leur propre pays. Personnellement, tout juste après la rébellion, nous avons reçu la délégation des forces nouvelles aux États-Unis. Ils sont venus nous expliquer la crise. Nous étions les anciens. Ils nous ont rencontrés et nous ont demandé est-ce qu'ils peuvent rencontrer le ministre des Affaires étrangères américain, du State Department. J'ai eu à enseigner des diplomates américains aux États-Unis. Une de mes étudiantes avait même été affectée ici, à l'USAID. Il y a aussi 2 ou 3 Ivoiriens qui enseignaient à l'époque aux États-Unis, des diplomates américains. Donc on avait des entrées. Alors on nous contacte pour qu'on puisse expliquer, pour qu'ils puissent expliquer pourquoi ils ont pris des armes pour la crise. J'ai posé une question à Sidiki Konaté qui est devenu ministre par la suite. Quelle est la raison réelle de cette prise d'armes? Il me répond, nous sommes étrangers chez nous, c'est une question de nationalité. M. Dakouri Tablé est aussi venu par la suite pour renforcer, pour nous expliquer Mpigo, Force Nouvelle, etc., etc. La raison fondamentale, c'était encore la nationalité. Soro Guillaume lui-même est venu à Washington pour nous expliquer aussi la raison, c'était la nationalité. Mais voilà 17 ans que le président Ouattara gère ce dossier. 3 ans en tant que Premier ministre et 14 ans en tant que président de la République. Rappelons que le président Ouattara a été nommé Premier ministre en 1990 pour apporter des solutions aux problèmes économiques que traversait la Côte d'Ivoire depuis près d'une décennie. L'une des solutions était de faire entrer de l'argent dans la caisse de l'État. En plus de la privatisation des entreprises étatiques, on a estimé qu'il y avait 3, 4, 5 millions d'habitants qui n'étaient pas des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens qu'on refusait de donner la nationalité naturellement. Alors, on décide d'introduire la carte de séjour parce que cela pouvait rapporter 500 milliards à la caisse de l'État. Pour y parvenir, le Premier ministre Ouattara a instruit son ministre de la Justice, Mme Jacqueline Obo, de mettre fin à la naturalisation collective pour pouvoir mettre en exécution le programme de, comment on appelle ce programme encore, de carte de séjour. On met fin à la naturalisation collective. Mme Obo l'a dit, et je répète, la naturalisation ne s'obtient pas de façon collective, elle s'obtient de façon individuelle. Alors, pour la 2e fois, voici des populations qui ont encore été utilisées par notre gouvernement. La toute première fois, c'était sous Houphouët-Boigny, contre Laurent Gbagbo. On les utilise, on leur donne des cartes, allez-y voter. Après, on retire les cartes. M. Ouattara arrive, on a besoin d'argent dans la caisse de l'État, on les utilise. Payer des cartes pour vivre. Ici. Incroyable. Pour la 2e fois, ils ont été utilisés. À 3 reprises, le RDR et son président ont eu l'occasion de résoudre ce problème identitaire et ne l'ont pas fait. La toute première fois, quand les partis avaient des ministres dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, rappelez-vous que le Premier ministre était du RDR. Le ministre de la Justice était du RDR. On n'a pas pu trouver de solution. La 2e fois, c'est quand le président Ouattara était Premier ministre. Il n'était pas encore au RDR, mais il savait qu'il y avait un problème de nationalité et n'a pas pu résoudre ce problème. La 3e fois et la plus grande, je pense, qui a beaucoup duré, c'est la présidence. Pendant 14 ans, l'opportunité et le pouvoir étaient bien là pour résoudre définitivement ce problème identitaire et le président Ouattara ne l'a pas fait. Alors qu'on avait lancé auparavant un mandat d'arrêt international contre lui pour nationalité douteuse. La particularité de la carte de séjour, on a demandé à des Ivoiriens de payer pour vivre dans le pays qu'ils ont construit eux-mêmes. Et c'est ça la carte de séjour. Voilà les personnes qui ont travaillé pour notre pays, qui ont tracé des routes à la hache, abattu des arbres. On leur demande de payer pour vivre dans le pays qu'eux-mêmes ils ont construit. Ils sont à la retraite, ils sont vieux, ils ont 90 ans, 70 ans, ils ont passé toute leur vie à travailler pour la Côte d'Ivoire. Ils doivent maintenant payer pour vivre dans le pays qu'ils ont construit. J'ai même rencontré le ministre de la Justice, encore quand nous étions, nous avons rencontré le ministre de la Justice de force, pas de force, mais du RDR. RDR, c'est ça, voilà. Pendant la discussion, j'ai posé une question au ministre. J'ai dit, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Justice au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo.
Mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas du problème des nationalités? Il m'a donné une question choc. Et nous étions une vingtaine dans cette salle. Le ministre m'a dit que lui, ministre, pendant une réunion, a essayé de parler de nationalité. Il a failli perdre son poste ministériel. Un ministre de la Justice qui ne peut pas parler d'un problème de nationalité, qui sait très bien que c'est son rôle en tant que ministre de la Justice, s'il y a violation des droits des gens, d'en parler. Mais son poste est plus important. C'est-à-dire qu'il nous a informé que le RDN ne voulait même pas en parler. Avant de conclure, je voudrais ajouter que le président Ouattara n'est pas celui qui est venu avec la crise identitaire dans notre pays. Il y en a qui disent, c'est depuis que M. Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire qu'on a des problèmes. Nous, au Renouveau démocratique, nous disons que c'est archi faux. Nous venons de vous démontrer que bien avant que Ouattara ne soit sur le terrain, nous avons eu des problèmes identitaires dans ce pays, gérés par Oufé-Boigny, gérés par Bédié, gérés par Gueye, gérés par Laurent Gbagbo. Alassane n'est pas celui-là qui est venu avec la crise identitaire en Côte d'Ivoire. C'était une situation qui était là, qui s'est développée, qui est devenue mature, qui a explosé lorsqu'il est venu sur la scène politique. Au Renouveau démocratique, nous voulons éclairer les Ivoiriens et dire la vérité. Nous venons de démontrer que le problème de nationalité a existé bien avant l'arrivée du président Ouattara en Côte d'Ivoire sur la scène politique. Il y avait des Ivoiriens qui ne pouvaient pas se rentrer à l'université d'Abidjan depuis 1975 au cours des certificats de nationalité. Écoutez-moi cette dernière partie avant qu'on se sépare. Il y avait des Savadogo, des Ouedraogo, des Kaboré, des Diop, des Ayoubami. Mais est-ce que vous savez aussi qu'il y avait des Traoré et des Koné qui ont souffert, des Koulibaly et des Ouattara? Voici l'acte de naissance de M. Timoko Traoré, diapo numéro 9, s'il vous plaît. Diapo numéro 9. M. Timoko Ouattara est né en 1925 à Adjamé. Il est né en 1925 à Adjamé. Il y a vécu toute sa vie. Il a eu ses enfants à Adjamé. Son fils qui est né en 1954 rentre au lycée technique d'Abidjan. En 1974-75, il a son baccalauréat série scientifique du lycée technique d'Abidjan. Il ne peut pas rentrer à l'université d'Abidjan. Son père est né en 1925. Lui, il est né en 1954. Il s'appelle Traoré. Il ne peut pas rentrer à l'université d'Abidjan. Parce que tout simplement, on lui demande de produire un certificat de nationalité. C'est-à-dire qu'il doit voir son père pour que son père lui donne une carte d'identité. Le père ne peut pas produire la carte d'identité parce que ce père doit demander à son père qui est mort depuis 1988, qui est né en 88, de produire aussi un certificat de nationalité. C'est incroyable. Vous demandez à un monsieur d'aller réveiller son père qui est décédé de vous donner son certificat et sa carte d'identité. Non, mais c'est un problème sérieux. Nous avons fait du mal à une grande partie des Ivoiriens. Il est temps que nous corrigions ça. C'est dramatique. On ne voit nulle part, dans aucun pays. Moi, j'ai passé 42 ans aux États-Unis. Mes enfants sont... J'ai des enfants qui sont nés aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin de mon acte de naissance pour dire qu'ils sont américains. J'ai des petits-enfants aux États-Unis. Ils n'ont besoin de rien. D'ailleurs, j'ai un même qui a presque 23 ans maintenant, Ismaël. Il ne connaît pas très bien la Côte d'Ivoire. Mais il s'est tatoué avec, comment on appelle, la carte de la Côte d'Ivoire sur son épaule. Il aime son pays, mais je garantis que s'il descend ici, on va dire, mais tu es né aux États-Unis, voilà, etc., etc., peut-être que tu n'es pas ivoirien. Je ne sais pas pourquoi on a ce problème dans ce pays. Quand on pense à la carte de séjour, on pense toujours au président Ouattara. Mais il n'est pas le seul. Quand la carte de séjour avait été introduite par M. Ouattara, mais le président Oufé-Boigny était où? Il était président de la République. M. Bédié était où? Bédié était là. Yassé Philippe était là. Le ministre Camille Ali était là. Le ministre Laurent Doran était là. Ils étaient tous là, ils n'ont rien dit. Le monsieur Premier ministre, il a introduit un dossier de naturalisation de l'état de séjour. Vous ne dites rien. Vous connaissez bien l'histoire de votre pays. À supposer que M. Ouattara est resté longtemps en dehors de son pays, il ne connaît pas très bien le pays, il vient trouver des situations qu'il ne comprend pas. C'est à vous de le lui expliquer. Ils se sont tus. Parce que tout simplement, ils ont besoin d'argent, ça va faire rentrer l'argent dans la caisse de l'État. M. Ouattara, vous pouvez introduire la carte, il n'y a pas de problème.
C'est pourquoi nous, au niveau démocratique, si vous commencez à parler de M. Ouattara, de la responsabilité de la carte de séjour, ajoutez M. Houphouët-Boigny dedans, ajoutez M. Bédié dedans, ajoutez M. Yassé Philippe dedans, ajoutez M. Philippe Yassé et Laurent Donald de Folgo. Ils ont tous été responsables de cette histoire de carte de séjour de notre pays. Quelqu'un l'a introduit, mais le président de la République l'a accepté. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. L'Ivoirien est hospitalier. Nous avons un métissage exceptionnel qui est une force pour ce pays. D'ailleurs, c'est cette force qui nous a permis de sortir de la misère, du sous-développement. Nous sommes toujours sous-développés, mais au moins qui a hissé la Côte d'Ivoire dans les années 60 avec le miracle économique. On ne demandait rien à quelqu'un, on travaillait en tant que frères et sœurs, on a construit ce pays. Et puis dès que ce pays s'est construit en 72-114, on pense qu'on est arrivé maintenant, on est trop fort, c'est les étrangers qui partent chez eux. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Dieu n'aime pas ça. C'est à partir de 114 que tout a commencé à chambouler en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que nous ayons la crise en 93. On ne s'est toujours pas redressé. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui n'ont jamais été quelque part, qui sont nés dans votre territoire, qui sont nés ici et ils sont devenus étrangers. Regardez comment on constitue un pays. Voilà. Ça, c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça les pays se sont construits. Il y en a qui sont venus avant, les anciens, il y en a qui viennent ici, il y en a qui viennent là, et il y en a qui viennent les derniers. Quand le pays se forme, c'est tout cela qui devient national de ce pays. Ce n'est pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On prend l'indépendance, on dit non, non, si ce n'est pas ceux qui sont venus ici en 1817, 1700, vous n'êtes pas ivoirien. Mais ça ne se forme pas comme ça. Les Américains ont commencé avec 13 États. Ceux qui étaient là pour former l'État, certains venaient d'arriver de l'Angleterre, de l'Italie, mais quand l'État s'est formé, ils sont devenus tous citoyens du pays des États-Unis. Il y a eu une expansion, il y a eu la guerre contre l'Espagne pour pouvoir rallonger avec le sud, le Texas et autres. Après, il y a eu la vente de Louisiane de la France qui a vendu le territoire de Louisiane aux Américains. C'est pour cela qu'ils sont jusqu'à maintenant 50 États. La nationalité est un fait de développement. Quand vous empêchez des gens de devenir national d'un pays, vous créez des problèmes sérieux. On dépense de CP1 en terminale sur des citoyens. Ils arrivent en terminale, ils ont le baccalauréat, série scientifique, toute série. On dit désolé, vous n'êtes pas ivoirien. Mais vous avez dépensé sur lui. Vous avez besoin de l'utiliser. C'est comme ça que pensent les Américains. Obama n'a pas construit le Kenya. M. Ouattara, vous parlez des ponts qu'il a construits, c'est le Burkina qui l'a construit. Ces ponts ne sont pas ici. Mais cette notion de nationalité est en train de sombrer la Côte d'Ivoire dans un trou incroyable. Et puis, on pense que la crise va venir d'un Ouattara ou d'un Sabadou. Non, ça peut venir d'un Konan, d'un Kwadio. Il y a des Konan Kwadio qui ont des mamans qui sont burkinabés d'origine, maliens d'origine, comme vous les appelez, sénégalais d'origine. Et vous, chaque matin, midi et soir, vous rendez difficile la vie à sa mère, à ses oncles, etc. Ce Konan qui est lieutenant dans l'armée, je les connais, ils peuvent un jour éclater et puis s'énerver. On n'est pas dans une situation stable dans ce pays. La question de nationalité nous divise. Il n'y a pas autant d'étrangers que vous le pensez. Donnez la nationalité à vos enfants que vous refusez, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas 26% comme vous avez l'habitude de dire. Il n'y a pas 26% d'étrangers. Ce sont vos enfants. Reconnaissez-les. La solution au renouveau démocratique, c'est Dieu. Je dis bien toujours Dieu. Dieu est au centre de tout ce que nous faisons. Je l'avais dit, je le répète. Quand je regarde l'Afrique en général, on a les mêmes problèmes. Hein? Vous allez au Kenya, vous allez au Mali, vous allez au Burkina Faso, vous allez en Guinée. On a le même problème. On a créé une société de privilégiés. Ce sont ces privilégiés seulement qui s'en sortent. Et donc, partout, tout le monde cherche à être au gouvernement pour s'en sortir. Mais c'est récurrent. C'est partout. Et nous avons dit que si Dieu nous fait la grâce, nous allons, au premier plan, avoir sur la table le dossier de la nationalité. Ça, c'est une solution que nous allons mettre sur la table si Dieu nous fait cette grâce. Numéro 2, il y aura une concertation nationale avec les chefs religieux, l'organisation des rois,
la société civile, les partis politiques, pour qu'on trouve ensemble une solution définitive à ce grand problème. Numéro 3, il nous faut un code pénal très fort sur la question de la nationalité. Numéro 4, le renouveau démocratique va revisiter les dossiers de tous ceux qui sont qui ont été ivoiriens, mais qui ont été naturalisés sous les 5 présidents qui se sont succédés. C'est-à-dire que la naturalisation illégale, sous le gouvernement du président Houphouët-Boigny, jusqu'au président Ouattara, sera nulle et non avenue. Parce que tout simplement, quelqu'un peut demain prendre le pouvoir, décider qu'il ne reconnaît plus la naturalisation de M. Ouattara. Donc tout ce qui aura été fait sur lui sera mis à l'eau. Ce ne sont pas des gens à naturaliser. C'est comme si les gens de Bassam aujourd'hui avaient un problème, on dit qu'ils sont ghanéens. Et puis nous ne sommes pas concernés, nous ne faisons rien, nous ne disons rien. Le problème qui s'est passé avec le cas du Nord, ça devait être un problème national. On devait tous se lever contre ça et éviter d'avoir des crises. Et je crois que nous sommes assis encore sur une bombe à retardement si nous ne faisons rien. Je vous avais dit tout à l'heure que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment les Africains, comment on va s'en sortir. Nous sommes au niveau du renouveau démocratique depuis presque 1 an et demi, souligner les problèmes de la Côte d'Ivoire, faire des débats, proposer, parce qu'on ne critique pas seulement, on propose. Parce que quand je regarde l'Afrique, 54 pays, aucun pays n'est développé. Aucun. Depuis 500 ans, on a eu 300 chefs d'État ici. On a eu 147, 148 coups d'État militaires. Le Burkina seul en a eu 8. Et jusqu'à présent, le continent ne s'est pas sorti. C'est pour cela que je vous dis que nous, au renouveau démocratique, on va se référer à Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. On ne peut pas faire autrement que passer par cette voie. Essayons au moins cette voie. Parce que la Bible, le Coran nous enseigne les voies de la paix, du pardon, de l'amour, du partage. Jésus-Christ lui-même, sa mère et son père l'ont pris pour aller en Égypte, en étranger, pour le sauver. Joseph, il était premier ministre en Égypte. Mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie, 64 ans, à parler des étrangers matin, midi et soir. Dès qu'on voit quelqu'un qui ne s'appelle pas Coran, c'est un étranger. C'est incroyable. Nous allons régulariser et non naturaliser, sans précondition. C'est-à-dire tous ceux qu'on a naturalisés, qui sont réellement des Ivoiriens, redeviendront Ivoiriens normalement comme tout autre. Et ces naturalisations, nous allons remettre en cause. Parce que quelqu'un peut remettre ça en cause, la naturalisation de M. Ouattara, il en a fait beaucoup, mais ça ne veut rien dire. Parce que si demain M. Ouattara n'est pas là, celui qui arrive dit, bon voilà, moi, ce sont toujours des étrangers. La question de naturalisation, je ne reconnais pas. Et c'est terminé, on est encore à la case départ. Nous allons régulariser les personnes nées en Côte d'Ivoire avant le 17 août 1960. Nous allons régulariser les personnes qui ont travaillé ici, résidé en Côte d'Ivoire de façon permanente avant le 7 août 1960. Le renouveau démocratique va inscrire ce chapitre de notre histoire migratoire dans les textes et enseigner à nos enfants comme nous avons appris l'histoire de la reine Abla Poko. On était petits au CP1, nous tous on apprend l'histoire de la reine Abla Poko. Voilà nos frères et sœurs qui sont venus du Ghana, la reine a sacrifié son fils, tout le monde a traversé l'eau, et puis terminé. Ils se sont installés, nous avons appris ça à l'école. Mais il nous appartient aussi, en faisant les textes de notre pays, de dire que ce pays a connu une période où nous avons eu la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire. Nous devrons enseigner ça, ça fait partie de notre histoire. Aucun pays ne choisit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. L'histoire, c'est de l'histoire. La Côte d'Ivoire, à un moment, a eu une Haute-Côte d'Ivoire, une Basse-Côte d'Ivoire. 153 000 km² ont été rattachés à ce pays avec 2 millions d'habitants. Ils sont restés là depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ce ne sont pas des étrangers, c'est des Ivoiriens. En conclusion, nous, au renouveau démocratique, cherchons la paix, la fraternité. Nous cherchons la cohésion sociale, sans laquelle ce pays ne peut pas se développer. Nous cherchons une nouvelle Côte d'Ivoire où nous sommes tous fils d'un seul pays. Travaillons dans la fraternité pour le développement du pays, quelles que soient nos origines, nos religions, nos bords politiques. Nous ne voulons offenser personne. Nous avons effectué des recherches et venons de vous publier cette vérité. On dit toujours la vérité est divine. Nous recherchons Dieu, sa voie pour y parvenir. Nous n'avons pas encore de nation ivoirienne. Nous sommes en train de la construire. Le développement n'est pas seulement économique. La cohésion sociale est aussi importante comme la santé,
l'éducation, le respect des institutions. C'est pourquoi il faut régler le problème de la nationalité de façon définitive. Nous avons dit tout simplement ce qui est vrai. Nous sommes prêts à confronter qui que ce soit parce que nous avons fait des recherches. Nous ne venons jamais depuis presque 10 fois que nous nous rencontrons, nous ne venons jamais vous voir sans statistiques, sans documentation, sans preuves. Ici, chaque 2 mois, nous faisons une conférence de presse, mais nous venons toujours avec des preuves. On ne dit rien au hasard dans ce parti politique. Nous respectons nos aînés. Nous savons que des erreurs ont été commises par nos aînés. Nous en commettons nous-mêmes des erreurs. Nous souhaitons ne pas avoir offensé qui que ce soit. Nous voulons tout simplement une nouvelle Côte d'Ivoire où nous serons tous égaux devant la loi et où la Constitution nous couvre tous, Ivoiriens d'origine comme Ivoiriens d'adoption. Le Renouveau démocratique est convaincu que ce pays peut se développer en moins d'une génération si et seulement si nous réglons de façon pacifique nos palabres et que nous réorientons le navire ivoire vers une autre direction, sur tous les plans, c'est-à-dire l'économie, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'industrialisation, la Cour constitutionnelle, la relation avec la France, etc. et la nationalité. Au Renouveau démocratique, nous avons un seul ennemi. Notre ennemi, c'est la pauvreté. La Côte d'Ivoire n'a pas 26%, comme je l'ai dit, d'étrangers. Si nous arrivons à régler ce cas, les enfants que nous rejetons qui sont à Méagui, à Soubré, à Aboisseau, à Grand Laou, à Grand Bassam, à Gagnoua, Vridi-Canal, San Pedro, à Lépée et Boisflé et partout ailleurs, vous verrez que nous serons comme n'importe quel pays de la sous-région avec le pourcentage d'étrangers. Nous ne sommes pas 26%, 28%, comme on aime le dire. Il faudrait qu'on soit réaliste. Il y a 2 types, des intellectuels et des diplômés. Un intellectuel analyse, il voit les problèmes, il cherche à trouver des solutions. Nous avons beaucoup de diplômés et très peu d'intellectuels. Ce problème il est sérieux. Prenons-le à cœur si nous voulons une Côte d'Ivoire unie. Que Dieu nous guide tous, que son esprit nous habite tous, que Dieu nous assagisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. On a écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt cette conférence sur la nationalité ivoirienne, l'historique du peuplement de la Côte d'Ivoire.